Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing spécial pharmacovigilance. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le docteur Aminou Mlil qu'on a déjà eu sur notre programme des débriefings, qui est un spécialiste de pharmacovigilance. On a tous entendu le ministre de la Santé parler de données de pharmacovigilance quant à la vaccination, comme quoi il n'y aurait pas de décès imputable à la vaccination. On s'est dit que c'était plus important de demander à quelqu'un qui était sachant plutôt que de faire un travail de journaliste. Docteur Aminou Mlil, bonjour. Bonjour, Monsieur Azelbert. Je vous remercie pour votre nouvelle invitation. Écoutez, peut-être la première des questions qui va venir à l'esprit de tout le monde, c'est cette notion d'imputabilité, cette notion de comment fait-on une déclaration de pharmacovigilance aujourd'hui ? Eh bien, il y a plusieurs moyens pour faire une déclaration de pharmacovigilance. D'abord, cette déclaration est obligatoire pour certains professionnels de santé, que sont le médecin, le chirurgien dentiste, la sage-femme et le pharmacien. C'est-à-dire, dès qu'ils ont eu connaissance d'un effet indésirable, présumé lié à un médicament, ils ont l'obligation, ce n'est pas une option, c'est une obligation, ils ont l'obligation de faire un signalement au système de pharmacovigilance. Et donc, normalement, c'est au centre régional de pharmacovigilance, qu'on appelle le CRPV, qui relève, qui est territorialement compétent. Et donc, en France, on a 31 centres de pharmacovigilance. Et donc, chaque centre de pharmacovigilance est compétent pour plusieurs départements. Depuis 2012, il y a également les patients eux-mêmes, les associations agréées de patients peuvent également faire ce signalement via une plateforme ministérielle qui a été mise à leur disposition. Elle est disponible sur le site de l'ANSM notamment. Et donc, toute personne peut faire la déclaration elle-même. Personnellement, je conseille aux patients de faire cette déclaration avec leur médecin ou avec leur pharmacien, parce que c'est quand même relativement complexe. Une déclaration qui est faite par une personne qui n'est pas dans le métier a une forte probabilité qu'elle soit incomplète. Et déjà, lorsqu'un professionnel de santé fait une déclaration, souvent, il manque des éléments. Et donc, il y a un échange après entre le centre de pharmacovigilance et le déclarant pour essayer de compléter au maximum la déclaration. Et ça prend combien de temps une telle déclaration ? Écoutez, selon mon expérience, ça dépend des cas. Une déclaration peut prendre une matinée, parfois ça me prend une semaine, le temps de rassembler tous les éléments, et il y a un suivi qui peut se dérouler des fois sur plusieurs mois. Donc, comme ça prend longtemps, on peut comprendre qu'il y a des personnes qui abandonnent en cours de route quelque part. C'est-à-dire que si le centre de pharmacovigilance reçoit une déclaration qui n'est pas complète, elle a peu de chances d'aboutir. Et puis ensuite, lorsque c'est le professionnel de santé qui fait la déclaration, eh bien, il reçoit une réponse du centre régional de pharmacovigilance. Donc, il reçoit une réponse avec un courrier. Habituellement, je vous parle selon mon expérience, selon l'expérience qu'on a avec le centre avec lequel je travaille, eh bien, il y a un courrier explicatif et il transmet aussi la déclaration qui a été faite, une fiche qu'on appelle la fiche dense, qui récapitule tous les éléments de la déclaration. Bien sûr, une déclaration qui a été faite de façon anonyme pour le patient. Et donc, c'est un extrait de ce qui a été enregistré sur la base nationale de pharmacovigilance. Et cette réponse est archivée dans le dossier du patient. Donc ça, c'est la première partie. Donc, c'est un process complexe. Il faut que ça soit bien fait de manière à ce qu'on puisse vraiment avoir toutes les informations. Ça peut prendre jusqu'à une semaine. Allons au fait. L'autre jour, on a entendu le ministre de la Santé déclarer aux parlementaires qu'il n'y avait pas de décès imputable à la vaccination. Et j'aurais aimé avoir votre analyse de cette assertion et cette notion d'imputabilité, que vous puissiez nous l'expliquer. Premièrement, est-ce qu'il y a des décès qui sont imputables ? En fait, il y a deux étapes. On va procéder par deux étapes. D'abord, on va regarder ce qui figure dans les documents publiés par l'ANSM, par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Est-ce que l'ANSM a enregistré des décès qui sont remontés par le système de pharmacovigilance? Et ensuite, on va discuter, si vous voulez bien, de la façon avec laquelle on doit procéder pour dire si tel effet indésirable, et notamment en l'espèce si tel décès est lié ou pas à
à tel ou tel vaccin. Voilà. Donc, Monsieur Olivier Véran, qui est le ministre des Solidarités et de la Santé, donc a déclaré, si j'ai bien entendu, et je crois même que c'était devant l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, il a déclaré qu'il n'y aurait aucun décès avéré. Avéré. Et il renvoie pour cela aux données publiées par l'ANSM. Donc moi, j'ai été, depuis le début de la mise sur le marché des vaccins contre la Covid, je regardais régulièrement les documents de l'ANSM publiés. Et bien évidemment, il y a des décès qui ont été signalés en pharmacovigilance. Donc, et il y en a combien en fait? J'y arrive. Il y a pour le vaccin des laboratoires BioNTech Pfizer à la date du 26 août 2021. Alors, sur la même page, la page 7, on a un chiffre 905 décès, puis en bas 906. Et lorsqu'on regarde la page 19, il parle de 907 décès. Donc déjà, dans le même rapport, on a 3 chiffres différents. Bon, peu importe. Bon. C'est important. Pour moi, un décès, c'est important. Un seul décès, c'est important. Parce que je vous rappelle que ce sont des vaccins qui sont toujours en essai de phase 3, donc ils sont expérimentaux. Et si vous vous souvenez très bien ce qui s'est passé à Rennes en 2016, il y a eu un seul décès et l'essai s'est arrêté le temps de faire une enquête. Donc là, on est rendu à plus de 900 décès pour le vaccin BioNTech Pfizer. Pour Moderna, à la date du 9 septembre 2021, l'ANSM a enregistré 77 décès. Pour le vaccin AstraZeneca, à la date du 23 septembre 2021, l'ANSM a enregistré 216 décès. Et pour le dernier, le vaccin Janssen, à la date du 23 septembre 2021, l'ANSM a enregistré 24 décès. Ce qui fait un total, à minima, de 1222 décès qui sont enregistrés dans les rapports publiés sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Alors, mais ça, c'est des décès qui sont publiés. Et lui, publiés, mais il n'y a pas que ça. Avérés. Il n'y a pas que ça. Si je prends par exemple, je prends comme exemple celui de Pfizer parce que voilà, c'est celui pour lequel nous avons le plus de recul, le plus de données. À la date du 26 août, l'ANSM répertoriait dans ce rapport les effets indésirables que l'on qualifie de graves. La gravité est définie par le Code de santé publique. Donc, il y a 9 anomalies congénitales déclarées, c'est-à-dire des mamans qui ont été vaccinées durant la grossesse et qui ont donné naissance à un bébé avec une anomalie congénitale. C'est un constat. 9. 649 mises en jeu du pronostic vital. 4058 hospitalisations. 300 invalidités ou incapacités. Et puis, là, il n'était pas obligé, parce que ça ne rentre pas dans les critères de gravité définis par le Code de santé publique, mais dans la pratique, les centres de pharmacovigilance encouragent la déclaration de ce qu'on appelle les effets indésirables médicalement significatifs, lorsque le médecin juge que c'est important, même s'ils n'ont pas entraîné d'hospitalisation, de décès, de mise en jeu de pronostic vital ou d'anomalie congénitale, eh bien, il y a eu 7052 effets indésirables jugés médicalement significatifs. Mais lorsqu'on regarde sur ces décès la page 19 du rapport, il est indiqué que, donc, sur un total de 917 cas de décès déclarés à la date du 26 août 2021, uniquement les décès survenus chez des sujets nés vivants et d'âge inférieur à 50 ans font l'objet d'une analyse approfondie. Ce qui représente, il signale 36 cas de décès au total qui ont donc fait l'objet d'une analyse approfondie. Ça veut dire qu'on a laissé de côté près de 870 cas de décès qui n'ont pas été analysés de façon approfondie. Je ne connais pas la raison. Et sur ces 36 cas analysés de façon approfondie, il est indiqué dans le tableau, page 20, qu'il y a 16 cas de causes inconnues. Ça, c'est important. C'est-à-dire, dans le rapport de l'ANSM, on nous indique qu'il y a eu 16 cas de causes inconnues. Et donc, cette précision doit nous renvoyer à la méthode d'analyse
des cas déclarés qui a été fixé par l'ANSM dans un rapport qui date du 28 janvier 2021. Et donc, je vais vous lire donc ce rapport, c'était le rapport numéro 2. Et donc, ce rapport nous indique la méthode utilisée pour analyser les cas et le contenu du rapport. C'est très important. Je vous lis. Page 4 du rapport numéro 2 du 28 janvier 2021. L'analyse des cas déclarés prend en compte les données cliniques, chronologiques, sémiologiques et pharmacologiques. Elle peut conduire à écarter la responsabilité du vaccin dans la survenue d'un événement indésirable observé, écoutez bien, dès lors qu'une autre cause certaine est mise en évidence. C'est-à-dire si, lors de l'analyse, on a mis en évidence une autre cause qui permet d'expliquer le décès, une cause certaine, le mot est important, on peut exclure le rôle du médicament. Donc, à contrario, si on n'a pas mis en évidence une autre cause certaine qui explique le décès, on doit rendre la conclusion suivante, c'est-à-dire on ne peut pas exclure le rôle du médicament. Or, donc je continue, or il semblerait que cette méthode n'a pas été respectée. Et c'est ce qu'on voit dans le rapport. On va voir. Et donc le rapport numéro 2 complète, il dit aussi, ce rapport présente uniquement les effets indésirables pour lesquels le rôle du vaccin est confirmé ou suspecté. C'est-à-dire que lorsque l'ANSM publie un nombre de cas de décès ou d'effets indésirables, c'est un minima suspecté. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait le tri. Ce qui veut dire qu'avec avec votre analyse, si on reprend les chiffres, qu'est-ce qu'aurait dû dire le ministre? Les ministres, je trouve qu'il est passé trop vite devant une représentation nationale. Il a évacué la question du doute. Il a dit, il n'y a pas d'essai avéré. Or, le rôle d'un ministre, c'est d'exposer les données de façon complète avec l'analyse complexe qui tourne autour de ces décès. Donc, est-ce que son assertion elle est incorrecte, elle est fausse, elle est erronée? Comment il aurait fallu qu'il la fasse, cette assertion? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il aurait dû faire comme je suis en train de vous le faire. C'est-à-dire prendre le temps d'expliquer qu'il y a un nombre de décès et qu'à minima, ces décès sont suspectés. Or, lui, il a dit qu'il n'y a pas de décès avéré. Et moi, je lui ai dit qu'il y a un doute sur ces décès. Et si on se réfère à la méthode fixée par l'ANSM, en cas de doute, lorsque on ne trouve pas une cause certaine qui explique le décès, on doit conclure que le rôle du vaccin, la responsabilité du vaccin ne peut pas être exclue. Je ne dis pas qu'il faut la retenir, je dis qu'elle ne peut pas être exclue. C'est ça qu'il fallait dire aux députés et puis aux sénateurs. Et donc, la phrase aurait été qu'on ne peut pas exclure le vaccin comme étant la cause d'un décès pour combien de patients? Pour combien de patients? Pour combien de décès? Écoutez, d'après ce que j'ai lu, je vous l'ai lu tout à l'heure, l'ANSM parle sur les 34 cas qui ont été analysés de décès, c'est-à-dire des patients de moins de 50 ans. Je parle pas, ils n'analysent pas de façon approfondie les plus de 50 ans. C'est une question qui interroge aussi. Est-ce que ça veut dire qu'un décès à partir de 50 ans, c'est pas important? C'est une question qui est quand même relativement importante. Et moi, je suis étonné. Donc, sur les 34, il y a 16 causes inconnues. C'est marqué dans le rapport. Ils ne savent pas pourquoi ces personnes sont décédées. Donc, à minima, pour ces 16 personnes, on doit rendre que le rôle du vaccin ne peut pas être exclu. Voilà. Et c'est une présomption. En droit, on appelle ça une présomption simple. Et c'est au laboratoire, c'est à l'ANSM d'apporter la preuve qu'on peut l'exclure. S'il n'apporte pas la preuve qu'on peut l'exclure, il y a une présomption simple de causalité. Donc, l'assertion de M. Véran qui dit qu'il n'y a pas de décès avéré, elle va à l'encontre quelque part du principe de précaution. Ça va à l'encontre de l'analyse ad hoc qu'on utilise en pharmacovigilance. M. Véran,
Après tout, il se base sur l'ANSM. Moi, je pense que l'ANSM doit s'expliquer. Comment se fait-il qu'elle ne respecte pas la méthode qu'elle a fixée? Parce que quand on reprend le mot suspecté, il ne tombe pas du ciel. Le mot suspecté, c'est ce qui est utilisé dans le Code santé publique. Premier article, Code santé publique, réglementaire. La pharmacovigilance comporte le signalement des effets indésirables suspectés. C'est-à-dire quand on déclare, on a déjà une suspicion. Donc suspecté d'être dû à un médicament, etc. Les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui datent du 2 février, qui ont été prises par une décision du 2 février 2018 par le directeur général de l'ANSM. Ces bonnes pratiques de pharmacovigilance sont opposables puisqu'elles sont intégrées au Code santé publique. Chapitre 2 de ces bonnes pratiques, rôle des professionnels de santé. Fait l'objet d'une déclaration immédiate tout effet indésirable suspecté d'être lié à l'utilisation d'un ou de plusieurs médicaments, etc. Suspecté, c'est aussi ce que dit un article, un deuxième article, l'article R51 21 161. Qu'est-ce qu'il dit cet article? Eh bien, cet article, il dit le médecin, le chirurgien dentiste, la sage-femme ou le pharmacien déclare immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit, etc. Donc, le mot suspecté, c'est fondamental. Il doit être mentionné lorsque l'ANSM publie ses rapports. Elle-même, elle dit, ce qui est publié, ce qui est analysé, ce sont à minima des effets indésirables suspectés. Donc, le mot avéré n'aurait pas dû être utilisé. Et si jamais vous vous étiez trouvé devant cette représentation nationale, vous l'auriez mentionné en disant il y a 34 décès, dont 16, on ne peut pas exclure que le rôle du vaccin. Je parle que du rapport de Pfizer, tout à fait. Je parle que du rapport de Pfizer. Hein, parce que bon, on peut faire le même raisonnement pour les autres. Hein. Oui, on est d'accord, bien sûr. Mais déjà, le mot avéré n'existe pas. Pour que les auditeurs puissent comprendre que le mot suspecté ou le suspect, même si ça veut dire qu'il y a la présomption d'innocence qui va prévaloir, puisque il va falloir aller chercher plus loin. Aujourd'hui, on a utilisé un mot, on va dire avéré, qui est un mot politique, alors que la méthode de l'ANSM encourageait à utiliser un terme qui est utilisé en Code de la santé publique. Tout à fait. Et puis, lorsque les centres de pharmacovigilance, c'est dans la fiche DANS, il y a une cotation, ce qu'on appelle l'imputabilité intrinsèque. Je vous l'avais déjà expliqué dans des précédentes rencontres. Dans la fiche DANS, il y a une cotation, une grande lettre C en majuscule, qui correspond à l'imputabilité chronologique, une grande lettre S sémiologique, et ces deux cotations nous donnent une imputabilité intrinsèque, un grand I, un grand I. Donc, les termes exacts, ça va de I0 à I4. I0, c'est imputabilité intrinsèque incompatible. Et puis, on monte I1, douteuse, I2, plausible, I3, vraisemblable, I4, très vraisemblable. Comme je vous l'avais déjà dit, on ne peut pas affirmer la certitude de lien de causalité. En pharmacovigilance, c'est très compliqué. Mais le plus haut score qu'on peut fournir en pharmacovigilance, c'est très vraisemblable. Donc, ce n'est pas avéré ou pas avéré. C'est une échelle. Et puis après, on regarde cas par cas. Donc, je vous répète que l'ANSM, le 28 janvier 2021, a fixé une méthode. Cette méthode ne semble pas avoir été respectée. Et j'étais avec d'autres professionnels destinataires d'un témoignage d'une personne qui se présentait comme membre du comité permanent de pharmacovigilance de l'ANSM et qui aurait démissionné au mois de juin pour cette raison. D'après son écrit, il explique bien, c'est disponible sur le site du CETIAP, de façon anonyme, il explique que en fait, l'ANSM n'a pas respecté la méthode qu'il a fixée au mois de janvier. Donc, pour établir l'imputabilité. Et ça cause un sérieux problème parce qu'on n'est pas face à des effets vénins. Parce que M. Véran, je ne vois pas comment M. Véran peut maintenant venir dire oui, il y a des décès, puisque souvenez-vous ce qu'il a dit dans un tweet du 9 juillet. Je vous lis, vaccination Covid-19, si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d'inquiétude, c'est que vous avez trop pédalé.
Ça veut dire, moi, j'interprète que ça peut être interprété comme la négation, le refus d'admettre l'existence de tout effet indésirable, même les plus bénins. Alors, comment voulez-vous qu'après près de 1000 décès maintenant, ils viennent vous dire, oui, il y a un lien avec tel ou tel vaccin. Donc là, on est dans le déni. Moi, je trouve ça grave. De la même manière, le 23 juillet, d'après un tweet du journal Le Parisien, M. Véran a tenté de rassurer. Il a dit, si les effets indésirables n'apparaissent pas après 2 à 6 mois d'utilisation, il n'y a pratiquement aucun risque qu'ils surviennent plus tard. Ça, c'est faux aussi. Il n'y a aucun risque d'infertilité. Qu'est-ce qu'il en sait? Souvenez-vous de l'affaire de Distilben. Ce sont des mamans enceintes qui avaient pris ce médicament. Et ce sont les filles qui sont nées. Donc, quand elles ont grandi, les filles, elles sont nées, elles ont grandi. Et quand elles ont voulu avoir des bébés, quand elles sont devenues mamans, elles se sont rendues compte qu'elles avaient un problème de malformation génitale qui avait une infertilité. Donc, comment on peut dire que s'il n'y a pas d'effet indésirable entre 2 et 6 mois, il n'y aura pas de risque d'une façon aussi certaine? Ça n'existe pas, ça, la certitude. En médecine, on est dans le doute permanent. Et de la même manière, est-ce que ce délai de 2 à 6 mois, est-ce qu'il a été dit aux personnes qui se sont faites vacciner dès le mois de décembre 2020? Moi, je me souviens qu'on leur a dit le vaccin est sûr et efficace. Il est venu 6 mois plus tard me dire entre 2 et 6 mois. Donc, depuis le début, moi, j'assiste, et je vous confirme que j'assiste à une défectuosité de l'information qui est délivrée au public et qui est susceptible de faire encourir à ces vaccins la qualification juridique de produits défectueux selon la directive de 1985. Donc voilà, c'est pas possible parce que c'est de nature à vicier les consentements, le consentement des personnes qui doit être libre et éclairé. Et je ne vous parle pas de la qualité rédactionnelle de ces rapports. En tout cas, celui que j'ai vu, c'est un problème. On a l'impression que ça a été rendu en urgence. Des problèmes de syntaxe, de grammaire, des mots oubliés, les pages ne sont pas numérotées. On a l'impression, est-ce qu'ils sont débordés? C'est possible. Mais on a l'impression que déjà, quand on commence à lire, on a un problème sur la forme. Les pages ne sont pas numérotées. Donc, quand on a à ce niveau-là, quand même, ce sont quand même des documents officiels qui sont publiés sur une agence nationale du médicament, la moindre des choses, c'est de soigner la forme déjà. Et quand on commence à lire un rapport, déjà la forme, elle n'est pas aux normes, eh bien, on peut encore en douter sur le contenu. Docteur Émile, ça, on peut le comprendre. Il y a beaucoup d'urgence. En fait, je pense que le message principal que vous êtes en train de dire, c'est que quand la représentation nationale est informée par le biais d'un ministre, à minima, on se doit de donner la bonne information avec le principe de précaution, de manière à ce que la représentation nationale puisse prendre des décisions informés. On a vu que les sénateurs, la semaine dernière, ont voté contre l'obligation vaccinale. On a vu qu'il y a cette extension du pass sanitaire qui est discutée et qui a été votée à l'Assemblée nationale jusqu'au 31 juillet. Est-ce que vous voyez le pass sanitaire comme étant une forme d'obligation vaccinale? Et en fonction de ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous pensez que les mesures sont justes et proportionnées? Écoutez, le Conseil constitutionnel est là dans sa décision du 5 août. Il avait fixé les critères qui permettent à un juge de mettre fin au pass sanitaire et aux restrictions des droits et libertés en général. Il faut que la mesure soit strictement proportionnée, nécessaire, et donc ça dépend, donc c'est en fonction du lieu et du temps. Et moi, il me semble que les voyants sont ouverts, il me semble, depuis plusieurs semaines. Et malgré ça, au lieu de tenir leur engagement en mettant fin à ce pass sanitaire, vous voyez bien ce qui se passe, par exemple, auprès du Conseil d'État. Les recours sont rejetés les uns après les autres, alors que le juge a été missionné pour mettre fin à ces restrictions dès que la situation le permet. Pour ma part, il s'agit bien d'une incitation, je crois que ça a été reconnu par des médecins qu'on a vu sur les plateaux de télévision,
Ils ont dit que le pass, il avait essentiellement pour but de pousser le maximum de personnes à se faire vacciner. Je crois que M. Véran s'en est vanté il n'y a pas longtemps. Il a dit que le pass sanitaire, c'était 10 millions de personnes qui se sont faites vacciner. Mais moi, sur ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties se faire vacciner en pleurant. J'ai un témoignage d'une personne que je connais très bien, une femme de 47 ans, jeune, sportive, aucun antécédent médical. Elle en avait assez de faire des tests, parce qu'elle aime bien aller au restaurant, etc. Fin août, elle a craqué, elle s'est faite vacciner, elle a vacciné ses enfants, tout le monde s'est vacciné. Et puis, après la deuxième injection, quelques jours après, elle a fait un footing, malaise, répété, hospitalisation en cardiologie, et elle m'apprend que le médecin lui a annoncé que c'est un traitement à vie, myocardite. Donc, j'espère que ça ne sera pas un traitement à vie, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, maintenant, elle regrette. Voilà. Et elle n'était pas informée. Elle n'a eu aucune information, alors que les myocardites faisaient partie tout à fait de la liste des effets indésirables qui ont été admis et reconnus, y compris par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Elle est partie dans un vaccinodrome et s'est vaccinée, aucune information sur les effets indésirables. Voilà. Et docteur Imlé, donc là, on entend, on va dire, la disproportion au niveau du pass vaccinal. Si vous étiez convoqué devant l'Assemblée nationale, vous leur direz exactement la même chose, sans aucun problème. Plus que ça fait plusieurs mois que des citoyens demandent à ce que je sois auditionné et personne ne comprend, malgré les conférences qui ont été faites, etc., dans le cadre du CETIAP, malgré les publications du travail du CETIAP, je n'ai toujours pas été auditionné. Manifestement, ils n'ont pas envie de m'auditionner. Moi, je ne dis pas merci, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale d'avoir voté contre l'obligation vaccinale dans la population générale, puisque, si j'ai bien compris, je remercie toutefois Madame la sénatrice Laurence Muller d'avoir tenu le discours qu'elle a tenu. Moi, ça me cause un problème parce que ce qu'elle a avancé comme argument, pourquoi ils ne sont pas appliqués aux professionnels qui sont actuellement suspendus? Enfin, certains sont suspendus. Tout le monde n'est pas suspendu, alors que tout le monde n'est pas vacciné. Hein, je ne sais pas combien de personnes qui ne sont pas vaccinées. Tant mieux pour ceux qui continuent de travailler. Mais nous, on a l'impression, et puis Madame Brigitte Bourguignon, qui dit à l'Assemblée qu'elle a compté 7000 et quelques professionnels suspendus et qu'on était marginaux. C'est un chiffre marginal. Voilà. Donc tout ça, ce sont des atteintes à la dignité de la personne humaine, des gens en pleine santé qui ne peuvent pas travailler, un vaccin qui n'empêche pas la transmission virale, des risques qu'on ne veut pas admettre, et puis tout va bien. Tout va bien. J'avais envie de vous dire quand même que les règles de communication concernant les rapports bénéfices-risques d'un médicament, elles ont été aussi fixées par les bonnes pratiques de pharmacovigilance, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en date du 2 février 2018, je répète, qui ont été établies par décision du directeur général de l'ANSM. J'invite tout le monde, c'est sur Internet, facilement accessible. Ils vont voir le chapitre 7. Voilà ce que dit les règles de communication que manifestement Monsieur le ministre ne semble pas connaître. Voilà ce que disent le chapitre 7, bonnes pratiques de communication sur la sécurité d'emploi des médicaments. Voilà, chapitre 7, principe. La communication sur la sécurité d'emploi des médicaments, sur les principes énoncés dans le module, etc. Voilà, en particulier la communication est claire et adaptée aux destinataires afin de répondre à leurs attentes. Est présentée de manière objective et non trompeuse. Est-ce que vous avez l'impression que ça c'est respecté? Est-ce que vous avez l'impression que la communication est présentée de manière objective et non trompeuse? Présente toujours le risque en perspective du bénéfice attendu. Est-ce que vous avez l'impression que cette règle est respectée? Ben moi, je ne trouve pas. Et je vous rappelle qu'un vaccin s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé, a priori. Donc, la dimension du risque doit être prise au sérieux. C'est une dimension importante.
etc. Elle doit être cohérente, etc. Doit tenir compte des exigences réglementaires en matière de protection des données individuelles et de confidentialité. Vous avez vu que maintenant, on a demandé, ils ont voté pour les établissements scolaires la levée du secret médical. Voilà. Donc, et puis, on n'a pas de déclaration de lien et de conflit d'intérêt. Je vous rappelle, quand on parle sur un médicament, on doit faire état de ces éventuels liens et conflits d'intérêt. Et puis, il y a des règles. Hein, il faut que l'information, selon le Code de santé publique, il faut qu'elle soit claire, loyale et appropriée. Et sur les risques, M. Haselbert, c'est très important. Le juge, donc il y a déjà la loi, donc je renvoie tout le monde au Code de santé publique, et notamment à l'article L 1111-2. Toute personne a le droit de connaître, avant de prendre sa décision, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Et puis, le juge, la jurisprudence, les juges, eux, ils ont dit il faut qu'on porte à la connaissance de toute personne les risques fréquents ou graves, même exceptionnels. C'est-à-dire, même si vous avez un seul décès, une seule paralysie faciale, une seule myocardite, ça doit être porté à la connaissance de toute personne avant qu'elle prenne sa décision. Moi, je n'ai pas l'impression que ce qui est fait. Et je vous avais alerté. Hein. Je vous avais alerté. Alors, il y a un élément sur lequel je ne peux pas passer, qui est le rapport de l'IGAS, que j'aurais bien aimé soumettre à l'Assemblée nationale pour leur rappeler quelque chose. Ça doit leur rappeler quelque chose. Est-ce que vous me permettez, M. Haselbert, de… Allez-y, allez-y. En fait, il faut quand même qu'on essaye de clôturer assez vite cette interview parce que sinon, après, c'est toujours un peu long. C'est important parce qu'en 2011, il y a eu un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui était intitulé « Rapport sur la pharmacovigilance et gouvernance de la chaîne du médicament ». C'est disponible sur Internet. Voilà ce qu'en 2011, les inspecteurs de l'IGAS avaient relevé. Je fais des extraits. Hein. Une pharmacovigilance en décalage avec les objectifs affichés. Ces inspecteurs, ils appelaient à un changement de méthode et de culture. Ils soutiennent, regardez ce qu'ils soutiennent, la pharmacovigilance française n'a adapté ni ses méthodes ni ses outils au fil du temps et que des réformes d'ampleur s'imposent. Ça, c'est important. Ils proposent, voilà ce qu'ils ont proposé, les inspecteurs notamment, hein, parmi les propositions, la logique d'évaluation des cas doit être modifiée pour que le doute profite aux malades et non aux médicaments. Non. La logique d'évaluation des cas doit être modifiée pour que le doute profite aux malades et non aux médicaments. Cela signifie notamment que dans les enquêtes de pharmacovigilance, le calcul de risque soit réalisé en effectuant tous les redressements utiles et ces inspecteurs suggèrent aussi de supprimer l'usage de l'imputabilité clinique dans les enquêtes de pharmacovigilance en expliquant ceci. L'étape d'évaluation des cas prend appui sur une étude d'imputabilité des cas qui laisse une large part à l'imputabilité clinique, spécificité française. Si historiquement l'imputabilité a été établie pour minorer la subjectivité dans l'évaluation des cas, l'utilisation de l'imputabilité clinique semble aboutir aujourd'hui à une non prise en compte de cas notifiés qui sont pourtant présents dans la base de données au moment de l'évaluation des cas et du risque. C'est fondamental de lire ce rapport. Donc là, vous invitez, on va dire, les parlementaires à lire ce rapport de manière à pouvoir s'informer et prendre des décisions plus informées. Et puis, il y a l'histoire de l'imputabilité, mais il y a aussi l'histoire de la sous-notification. Dans le rapport de l'ANSM lui-même, l'ANSM vous écrit que cette enquête nationale de pharmacovigilance n'a pas vocation à rendre compte de l'exhaustivité du nombre de cas d'effets indésirables réellement survenus en France chez les personnes vaccinées. Donc, ils reconnaissent très bien que tout ne remonte pas. Et en même temps, ils font des analyses observées, attendues. Les cas observés, les cas attendus. Mais si les cas observés sont sous-estimés, moi, il me semble que cette évaluation doit
doit interpeller. Écoutez, docteur Amin Oumlil, merci beaucoup pour ces explications. Donc, on rappelle, vous avez expliqué la méthode d'imputabilité et le fait qu'il y a éventuellement des sous-déclarations qui ont été reconnues par la NSM. Vous avez aussi mentionné que les assertions du ministre de la Santé qui dit qu'il n'y a pas de décès avérés liés au vaccin sont probablement sous-estimé et erroné, puisqu'il aurait dû utiliser les terminologies consacrées par la NSM, c'est-à-dire des décès suspects. Et en dernier lieu, vous invitez les parlementaires à lire les rapports de l'IGAS et les divers rapports, de manière à ce qu'ils puissent prendre des décisions informées, que ce soit pour l'obligation vaccinale ou le pass vaccinal. On tient à vous remercier de la précision de vos propos. Peut-être le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, il me semble qu'en cas de suspicion de décès lié à un médicament, il me semble le médecin, normalement, devrait penser à cocher la case obstacle médico-légal sur le certificat de décès. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces certificats, mais il me semble qu'une autopsie, lorsque le décès est suspecté, la question peut être soulevée. Voilà. Et puis, je vous remercie pour votre invitation.